Bonsoir, messieurs et dames, très heureux de vous retrouver encore une fois à ce JDS, journal du dimanche au soir. Donc vous l'aurez remarqué de façon très logique, nous sommes dimanche et à 20h, c'est bien ce rendez-vous qui a place. Plusieurs sujets abordés dans ce rendez-vous. D'abord la commémoration de la 18e journée mondiale du donneur de sang, c'est demain, et l'occasion de remercier les donneurs de sang volontaires, bénévoles, et évidemment remercier ce geste qui est salvateur, qui est le leur, altruiste. Nous allons revenir dans ce JDS avec ce sujet, notamment avec la directrice générale du Centre national de transfusion sanguine, Dr Alice Koumare-Kiba. Et puis culture, So Walk, c'est le 5e album de l'artiste musicien Alif Naba. Il sera sur ce plateau pour nous présenter ce délice composé de 17 titres. Dans la page culture, nous allons aussi revenir en images sur un concert, celui-là qui a été quelque peu fou, celui du jeune Kayamoto. Et puis sport, athlétisme, qui sont les visages présents aux prochains Jeux olympiques pour le Burkina. La réponse avec Claude Romba, journaliste sportive. Nous reviendrons aussi sur les derniers matchs amicaux des étalons version football. C'est le déroulé de ce JDS, journal du dimanche au soir, que j'ai plaisir à présenter aujourd'hui. On le disait donc en titre, le premier sujet c'est bien la question de transfusion sanguine. Le centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou, CRTSO, en abrégé, a organisé une conférence de presse citée le mercredi 2 juin dernier. Et cette rencontre a été mise à profit par les premiers responsables du centre pour évoquer avec les hommes et femmes de médias la commémoration de la 18e journée mondiale du donneur de sang, l'amélioration de la visibilité du site de collecte de Tengandogo et surtout la stratégie prévue pour aborder la période difficile était au cœur des échanges. Le thème retenu pour cette 18e journée mondiale du donneur de sang est la sécurité du sang sauve des vies, avec comme slogan « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde ». En faisant une rétrospective sur les poches collectées les 3 dernières années, une variation est constatée due à diverses raisons. Nous allons y revenir lors de nos échanges tout à l'heure. Et pour ce qui est des chiffres, par exemple 2018, on est à 40 902 poches, puis 33 532 en 2019 et 36 432 poches pour ce qui est de 2020. Aux besoins habituels de produits sanguins liés au paludisme donc et aux causes gynécologiques, obstétricales et aux interventions chirurgicales, eh bien, il faut donner des réponses. Et c'est bien pour cela que pour ce JDS, nous le disions en titre, nous avons sur ce plateau avec nous la directrice générale du Centre national de transfusion sanguine, Dr Alice Koumare-Kiba. Bonsoir docteur, merci d'être avec nous. Merci et bonsoir. Voilà. On est aussi avec David Nana, avec qui je vais vous recevoir. Le sujet, il est ô combien important, parce qu'on dit le sang, c'est la vie. Le donner, c'est donner un peu de vie. Et puis, c'est surtout sauver des vies. Demain, il y a cette grande journée. Et tout à l'heure, je le disais en titre, il y avait ce point de presse très intéressant qui, le 2 juin dernier, donnait tout ce qui allait jalonner, notamment ce grand rendez-vous-là. On va commencer par d'abord présenter ce Centre national de transfusion sanguine. Docteur. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de partager toutes ces informations autour de la journée mondiale du donneur de sang, en abrégé JMDS, qui est célébrée chaque année le 14 juin mondialement. Et cette année, la journée sera célébrée de façon internationale en Italie. Et donc, pour ce qui concerne le Burkina Faso, cette journée sera célébrée à Gawa, en différé le samedi 19 juin, avec son Excellence Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale, comme patron de la cérémonie. Et donc nous profitons de l'occasion pour lui dire merci pour tout l'accompagnement dont il fait montre vis-à-vis de la transfusion sanguine au Burkina Faso. Alors, la journée sera commémorée et c'est une journée qui est dédiée, en tout cas pour la plupart du temps, aux donneurs de sang. Parce que vous savez que l'activité transfusionnelle sans les donneurs de sang ne vaut rien. On ne peut pas avoir les produits sanguins, jusqu'à présent on ne peut pas les fabriquer. Il faut forcément que quelqu'un donne quelque part pour qu'on puisse sauver les vies. Donc c'est pour ça qu'il faut, pour toute l'année, il faut s'arrêter un moment pour reconnaître le mérite de ces donneurs de sang, leur dire grandement merci pour ces nombreuses vies qui sont sauvées au cours de toute cette année et remercier l'ensemble des acteurs, essentiellement les acteurs du Centre national de transfusion sanguine, les associations de donneurs de sang qui œuvrent inlassablement aussi pour nous aider à mobiliser les donneurs de sang
tous les jours. Et donc, les activités phares qui vont jalonner cette célébration différée à Gawa seront essentiellement des activités sportives, parce qu'il faut être en bonne santé pour pouvoir donner le sang. Et ça sera pour le vendredi à 17h, avec l'ensemble des acteurs de la région qui vont se joindre à nous avec monsieur le ministre de la Santé. Alors, et après ça, la commémoration proprement dite sera faite le samedi à partir de 10h dans la salle polyvalente à Gawa. Et donc ce sera l'occasion pour nous de remercier, comme je l'ai dit tantôt, l'ensemble des donneurs de sang, et 4 d'entre eux seront élevés au grade de chevalier de l'ordre du mérite avec Agrafe Santé. D'accord. Nous recevons donc Dr Koumari ensemble, David Nana. On va mieux connaître le centre, j'avais la première question. Et on connaît donc la question des directions centrales, les structures CRTS, les dépôts préleveurs distributeurs de produits sanguins que vous avez. Mais comment, et c'est la question qu'on se pose, tout cela est organisé? Alors, merci pour cette question qui donne l'occasion de mieux faire comprendre comment le Centre national de transfusion sanguine fonctionne. Nous sommes organisés en direction centrale et en structures déconcentrées que sont les centres régionaux de transfusion sanguine et les dépôts préleveurs distributeurs de produits sanguins. Il faut simplement dire que au niveau de la direction centrale, qui sont là pour organiser l'ensemble de l'activité au plan national, nous avons 8 directions qui organisent l'activité sur le plan national et 9 directions déconcentrées. Donc parmi ces 9 directions déconcentrées-là, 5 sont des centres régionaux de transfusion sanguine et ils sont situés à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koutougou, Fada et Tenkodougou. Alors 4 sont des dépôts préleveurs et distributeurs de produits sanguins situés à Kaya, Wayugia, Dédougou et Gawa. D'accord. Une question? Oui, peut-être avant de rentrer dans le fond avec une autre question, c'est un peu de pédagogie. J'aimerais bien comprendre c'est quoi ce qu'on appelle les dépôts préleveurs des distributeurs de produits sanguins. C'est quoi la définition? Alors, dépôt préleveur et distributeur de produits sanguins, c'est simplement un centre de transfusion sanguine opérationnel dépourvu d'un laboratoire pour la qualification des dons de sang. Donc les CRTS sont au complet, ça veut dire qu'ils font toute l'activité transfusionnelle depuis le prélèvement des donneurs de sang jusqu'à la qualification biologique, c'est-à-dire le fait de faire les examens biologiques, et ils assurent aussi la distribution des produits sanguins. Pour ce qui concerne les dépôts préleveurs distributeurs, il manque simplement le volet laboratoire pour ce qui concerne les agents infectieux. Et donc, pour ces zones-là, ils sont obligés d'envoyer les tubes dans leurs centres régionaux de transfusion sanguine de rattachement pour pouvoir faire ces examens-là, en vue de pouvoir étiqueter les poches et les rendre disponibles pour la population. Donc, c'est simplement le laboratoire qui manque dans les dépôts préleveurs. Ça a été voulu comme ça pour minimiser un tant soit peu le coût. Parce que les appareils pour la qualification biologique de dons, ça coûte. Et aussi, les appareils ont une cadence. Donc, plus le centre est petit, il n'arrive pas à avoir la cadence minimale exigée par l'appareil, plus les coûts sont élevés. C'est pour ça que nous avons voulu centraliser pour un peu minimiser les coûts de production, parce que vous savez que le Centre national de transfusion sanguine ne génère pas de ressources et il faut minimiser au maximum pour atteindre un objectif quand même important de produits sanguins produits sur l'étendue du territoire. J'aimerais peut-être poursuivre maintenant avec une question de fond. Vous l'avez dit en vous écoutant parler, vous ne travaillez pas seul, vous travaillez avec certaines organisations, notamment l'association des donneurs de sang et même des structures. On a vu ici à cette maison, même à True TV, on a organisé parfois des dons de sang. Comment se fait cette collaboration avec ces autres structures qui vous accompagnent dans cette collecte de sang? Merci pour cette question qui n'est pas simple, parce que j'avoue que la mobilisation des donneurs de sang sur le terrain pose un grand problème. Parce qu'il faut vraiment, excusez-moi du terme, mais harceler les gens. Donc c'est pour ça que les associations qui sont habituées à être beaucoup plus sur le terrain, nous les avons en tout cas
fait appel pour nous aider à mobiliser les donneurs de sang. Je vous ai dit tantôt que nous sommes un peu partout. Sur les 13 régions que compte le Burkina Faso, nous sommes dans 9 régions. Et donc, il faut que nous puissions toucher l'ensemble des donneurs de sang qui se trouvent dans toutes les régions, sans exception, sur les 13 régions sans exception. Donc, ça fait que nous travaillons avec une trentaine d'associations qui sont éparpillées un peu sur le territoire national. Alors, pour mieux coordonner l'action, nous les avons fédérés autour d'une fédération, la FADOSAB, la Fédération des associations de donneurs bénévoles du Burkina Faso, avec un président. Et c'est ce président-là qui est l'interlocuteur pour le CNTS, parce que vous conviendrez avec moi pour communiquer avec une trentaine d'associations, c'est pas simple. Maintenant, à travers la FADOSAB, nous arrivons en tout cas à faire passer un certain nombre de messages à travers le président. Et nous avons d'ailleurs annuellement des rencontres de concertation avec l'ensemble des acteurs qui œuvrent sur le terrain pour nous aider à satisfaire les besoins. Il n'y a pas que les associations, il y a aussi les ONG, il y a aussi les structures, les services, il y a la communauté religieuse aussi qui nous aide beaucoup. Et il y a les forces de défense et de sécurité aussi qui nous aident beaucoup aussi. Et donc, eux tous, on a des cadres de concertation avec eux pour qu'ils puissent être à l'aise aussi quand ils discutent et quand ils veulent mobiliser les donneurs à la cause du don de sang. Il y a une question qui est essentielle, puisque c'est, quoi qu'on dise aussi, retenu dans votre thématique, la question qualité. Et on se demande qui, et ça c'est important, qui peut collecter du sang? Très bonne question. Alors, pour revenir à la genèse du Centre national de transfusion sanguine, le centre a été créé dans les années 2000 suite à une évaluation de l'Organisation mondiale de la santé qui avait vu que la qualité n'y était pas. Parce que chaque hôpital qui avait besoin de produits sanguins essayait tant bien que mal de produire pour sa propre consommation. Et donc, suite à cette évaluation qui s'est passée en Afrique, l'OMS a recommandé que tous les pays africains puissent avoir un centre de transfusion qui va coordonner toute l'activité transfusionnelle du pays. C'est ainsi donc que le Centre national de transfusion sanguine du Burkina Faso a vu le jour sur papier en 2000 et a commencé à être fonctionnel en 2005. Et donc les premières poches issues du Centre national de transfusion sanguine ont été collectées à partir des années 2005. Alors, revenons à la qualité, il faut dire que, je disais tantôt par rapport aux automates, c'est l'une des choses qui fait que nous ne voulons pas éparpiller, on peut multiplier les différents appareils pour la qualification biologique de don. C'est la question essentielle aussi de la qualité. Et donc, tous les produits qui sont issus du Centre national de transfusion sanguine subissent des contrôles qualité en fin de processus sur place pour ce qui concerne les concentrés de globules rouges. Donc, avant que le produit ne soit mis à la disposition du malade, avant que le produit ne soit mis à la disposition des formations sanitaires, nous avons des contrôles qualité et cela est piloté par notre direction de la qualité de vigilance qui organise tout ça et puis qui vérifie que les produits que nous mettons à disposition répondent aux normes en la matière. Vous dites mettre à disposition, c'est très intéressant. Je pense que ceux qui nous regardent se posent une question. Pourquoi est-ce que la production, quoi qu'on dise, de tout ce qu'il y a comme dérivé de sang ou quoi que ce soit, n'arrive jamais à suffire? Qu'est-ce qui explique cela? La demande elle est forte. Voilà. La demande elle est forte et puis il n'y a pas une réponse intéressante. Le problème se situe à deux niveaux. D'accord. Le premier niveau, c'est que essentiellement nous n'arrivons pas à avoir suffisamment de donneurs de sang. Donc, je suis tenté même de poser la question à vous, les journalistes, qui êtes, est-ce que vous donnez votre sang? Parce que le Burkinabé n'a pas, en tout cas dans son agenda, de se lever volontairement et aller donner le sang tant qu'il n'y a pas une activité derrière. Donc, c'est ça qui bloque. Il nous faut de plus en plus que les Burkinabés adhèrent volontairement au don de sang. Ça, c'est la première question, le manque de donneurs. Maintenant, la deuxième question qui est vraiment cruciale, c'est la question des ressources, les ressources financières. C'est vrai que les produits sanguins sont donnés gratuitement, mais ça nécessite énormément de moyens pour les produire. À titre d'exemple, pour 2021, la subvention que nous avons reçue nous permet que de produire 100 000 poches de sang
sur un besoin global de plus de 200 000 poches. D'accord. Donc vous voyez que il y a vraiment un réel gap. Et donc nous lançons d'ailleurs un appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent accompagner le Centre national de transfusion sanguine à produire un certain nombre de quantités de poches. En tout cas, de bien vouloir se manifester parce que la situation est quand même assez critique. Et sur 200 000 poches dont le pays a besoin, nous n'arrivons à produire que à peine 100 000 poches par an. Voilà. Et pour vous donner une grandeur d'esprit, alors l'OMS estime que pour pouvoir être autosuffisant en produits sanguins, dans un pays, il faut que entre 1% et 3% de cette population soit donneur de sang. Si nous considérons alors les 1%, pour une population qui tourne autour de 20 millions, un peu plus de 20 millions, vous voyez que nous sommes à 200 000 poches alors que nous arrivons à peine à produire, en fonction de la subvention que nous recevons, nous arrivons à peine à couvrir 50% des besoins. D'accord, on n'a même pas 1%. Alors, je reviens encore sur une question que M. va aborder, notamment la question de la qualité. On sait aussi qu'il existe, je vais dire, une prescription clinique qui permet de faire le prélèvement du sang. Qu'est-ce que cette prescription-là dit et est-ce que sur le terrain, c'est une prescription qui est respectée? Alors, je crois que vous faites allusion à notre guide de bonne utilisation des produits sanguins. C'est vrai, en 2019, nous avons essayé, au regard d'un certain nombre de problèmes que nous avons remarqués, nous avons essayé de réactualiser notre guide de bonne utilisation des produits sanguins. Alors, l'élaboration de ce guide-là a été vraiment participatif avec l'implication de beaucoup de cliniciens qui sont venus un peu partout de beaucoup de formations sanitaires. Donc ce guide-là, comme son nom l'indique, est juste une orientation par rapport au type de produits sanguins qu'on peut prescrire vis-à-vis de telle ou telle pathologie, et aussi ça donne les indications pour pouvoir prescrire ces produits sanguins. Donc depuis que ce guide a été élaboré, nous remarquons qu'il y a eu quand même une petite amélioration dans l'utilisation de ces produits sanguins, parce que l'un des facteurs qui fait que nous ne sommes pas autosuffisants aussi, il y a la prescription rationnelle. Il y a des médecins qui prescrivent des produits sanguins où il ne faut pas. Et donc ce guide-là aussi donne un peu, quelque peu, une orientation sur quand est-ce qu'il faut prescrire les produits sanguins. Bon, je reviens sur peut-être des questions qui sont un peu plus techniques, parce que nous on voit très souvent sur l'essence totale qui est donnée. Maintenant, à votre niveau, on parle souvent de séparation. De quoi s'agit-il? Et puis, quelquefois, quand on dit CNTS, on dit sûrement que vous avez des moyens plus pointus, plus poussés. Est-ce que en la matière, je parle de logistique, infrastructure, vous êtes vraiment nanti? Alors, donc, il faut d'abord que je vous explique ce que c'est que la séparation des produits sanguins, parce que vous savez que le sang est un liquide complexe qui est composé de beaucoup d'éléments. Et dans le sang, vous avez les globules rouges, les plasmas et les plaquettes. Donc, la séparation des produits sanguins va constituer simplement à fractionner le sang total que nous avons prélevé en ces trois composants, les globules rouges, le plasma et les plaquettes. Parce que tous ces produits-là sont des produits thérapeutiques et qui ont des indications diverses. Donc c'est pour ça que pour une poche de sang donnée, on peut sauver jusqu'à 3 personnes, parce que nous fractionnons ces produits sanguins-là en ces trois composantes. Alors, bien sûr, je vous ai expliqué, pour pouvoir le fractionner, il faut vraiment une technologie que nous avons au niveau de nos centres opérationnels. Et tous nos centres opérationnels fonctionnent sur des critères, en tout cas, bien précis. Maintenant, c'est vrai que, comme le Centre national de transfusion sanguine n'est pas sur toute l'étendue du territoire, il y a des hôpitaux qui continuent, les CMA et les CHR, qui continuent de produire les produits sanguins pour leur propre consommation. Donc, du coup, ceux qui produisent, en tout cas, ce n'est pas eux tous qui ont la technologie nécessaire pour pouvoir séparer les produits sanguins en ces trois composantes-là. Ce qui fait que la plupart du temps, dans ces zones-là, c'est du sang total qu'on transfuse. Mais rassurez-vous, l'activité qui se fait dans ces CHR qui ne sont pas approvisionnés par le Centre national de transfusion sanguine bénéficie de l'accompagnement de notre structure, et nous supervisons régulièrement leur activité pour nous assurer qu'il y a un minimum
de sécurité, il y a un minimum de règles qui sont assurées pour la production de ces PSL. D'accord. Peut-être dernière question, les défis, notamment de votre centre, puisque la journée c'est demain. Tout à fait. Alors, le défi principal, je crois que je l'ai déjà dit dans mon développement, le premier défi là, c'est les donneurs de sang. Les donneurs, ok. Il faut que les gens adhèrent massivement aux dons de sang. Donc j'espère que au sortir de ce entretien-là, la semaine qui suivra, nous allons être conviés à une collecte de sang au niveau de True TV. On l'a déjà fait. Si tu permets bien, c'est une question que j'aimerais adresser à docteur. En ce moment, c'est la saison pluvieuse bientôt. Ça rime également avec paludisme. Et c'est l'occasion pour nous, peut-être aussi pour nos téléspectateurs, quel message le Centre national de transfusion sanguine a adressé, n'est-ce pas, à la population, quand on sait que saison pluvieuse rime avec paludisme également. Alors, voilà, la période pluvieuse rime avec augmentation des besoins en produits sanguins. C'est vrai, parce que c'est pendant cette période que le palu est recrudescent. Donc, mon message à l'endroit de la population, c'est de se prémunir de dormir sous les moustiquaires. Et puis, je crois que le programme Palu a lancé une campagne, la chimioprévention du paludisme saisonnier, qui vise en tout cas à administrer des doses d'antipaludiques chez les enfants de moins de 5 ans en vue de les prémunir, voilà, vis-à-vis du palu. Donc, je lance par la même occasion un appel à l'ensemble des mamans pour qu'elles adhèrent à cette campagne-là. Et plus elles vont adhérer à cette campagne, et mieux le CNTS se portera parce que leurs enfants n'auront pas besoin de produits sanguins. Et on va lancer l'appel encore à tout le monde. Allez donner votre sang. Ça, c'est très important. Il faut noter, je crois que nous, on le fait régulièrement ici. Pour le donner, j'espère, tous les 3 mois, parce que les hommes, c'est tous les 3 mois et les femmes, c'est tous les 4 mois. Donc, nos administrateurs y tiennent vraiment. Merci bien, docteur Alice Koumare-Kiba, d'être passé sur ce plateau. On espère vous revoir encore une fois parce que le sujet pour nous il est très intéressant et très important. Merci aussi, David Nana, d'être resté sur ce plateau avec moi. Moi, je continue sur JDS, journal du dimanche ce soir, avec une autre page, celle culture. Et dans cette page culture, on va s'intéresser à la sortie d'un artiste. Il est grand par son talent. C'est Alif Naba. Sowok, c'est le 5e album de sa carrière. Je m'en vais vous faire écouter ceci, regarder ceci, et après on discute.
Difficile d'écouter sans qu'on sente ce rythme-là nous traverser le corps. Et je suis d'ailleurs avec l'artiste. Bonsoir Alice. Bonsoir mon frère. C'est un plaisir de te recevoir. Aujourd'hui, on reçoit les grands. Bah ouais, je me rencontre. Je suis flatté. On l'écoute, c'est plein de couleurs, plein de mélodies. Et puis, depuis quoi le dernier, c'est 7 ans quand même. Il y a 7 ans. 7 ans quand même, 7 ans de chemin. Donc un long parcours. C'est d'ailleurs pourquoi l'album il porte le titre So Walk, parce que le parcours était long, l'attente était longue aussi pour mes fans. Et puis voilà. Et puis je souhaite donc un long parcours aussi à cet album pour qu'il aille loin et avec nous sur les grandes scènes du monde entier. 17 titres, il y avait tant à raconter. Il y avait tant à rencontrer. Tant à partager. Oui, bien sûr, parce qu'on a attendu 7 ans et puis le public, on s'est dit, bon, on fait 7 ans, on revient, il faut quand même permettre à nos fans d'étancher leur soif, on va dire. Tu vois, le sujet quoi, on parle de spiritualité, l'actualité évidemment, migration, valeurs humaines, amour, ça ne manque jamais. Exactement. Et il y a un terme quand même, migration. L'immigration, parce que c'est une question qui est d'actualité, vous savez, et moi je suis pas, en tout cas, je reste pas en marge de ce qui se passe sur le continent, des jeunes frangins qui sortent et qui partent espérant que le rêve, l'Eldorado, il est de l'autre côté, alors que l'Eldorado, on le construit ici aussi. Et donc ce message-là, il fallait que je le porte dans ce message. Tous les messages, en tout cas, positifs pour la jeunesse consciente africaine, j'essaie de l'aborder dans cet album. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous acceptez de conjuguer ce que vous avez en risquant d'aller vers des aventures avec d'autres artistes. C'est pas tout le monde, les featuring que tout le monde se permet. Les collaborations, c'est pas tout le temps qu'on se le permet. Il faudrait qu'il y ait au moins qu'on sente sur quelque chose là. Et il y a beaucoup de noms. Oui. Quand on voit, je commence par Smarty, c'est ici, c'est du rap, c'est du dur, c'est du bon. C'est du bon. Et puis il y a des grands noms comme Ismaël Lo. Exactement, des gens que je porte. En fait, j'ai voulu faire dans cet album. Cet album est un album qui porte beaucoup d'humanité. Donc j'ai voulu que dans cet album, si vous voyez toutes les personnes qui collaborent avec qui j'ai travaillé dans cet album, il y a eu cette démarche humaine, très humaine. C'est des gens aussi avec qui j'ai une vraie relation. C'est des gens que j'aime, donc des artistes comme Smarty, c'est des gens que j'aime humainement et aussi artistiquement. Et puis des gens comme surtout Ismaël Lo, c'est des gens qui m'ont aussi nourri. Quand j'étais très jeune, quand j'étais petit, je chantonnais, je n'imaginais pas que ça allait arriver. Hein. C'est pour moi un grand honneur de chanter avec un monument pareil. Et puis c'est quelqu'un qui est humainement chargé. Et donc pour moi c'était important. Pendant 7 ans, où toute ma carrière, depuis le début, j'ai rencontré des artistes, j'aime des artistes et j'ai voulu donc mettre des musiques, échanger avec ces artistes et partager ça avec mes fans pour voir ce que ça donne. Parce que je ne fais pas beaucoup de featuring sur mes albums, j'en ai fait avec notamment Dub Incorporation. On a eu un disque d'or à Paris avec ça. Mais cette fois-ci, je revenais sur un album où je pouvais, dans mon album, recevoir des gens et le faire de manière humaine. Donc tout l'album, vous allez l'écouter et tous les featuring, vous allez voir que c'est vrai, c'est naturel, c'est dénudé de tout ce qui est intérêt et c'est vrai, c'est sincère. C'est tout ce que vous transpirez. Jam, Algérie, mais moi je reviens sur Ismaël Lo. C'est un grand monsieur, c'est un grand monsieur. Et accepter venir comme ça sur un album, c'est quelqu'un d'énorme. Oui. Mais comment aussi, ça se fait la connexion? Non, on se rencontre, Ismaël Lo, d'abord on se rencontre par sa musique, parce que moi j'aime sa musique, donc je rencontre la musique de l'homme quand j'étais tout petit, et mon rêve c'est ça. Je me promenais, j'écoutais une radio qui s'appelait Africa numéro 1 à l'époque, et il y avait une émission qui s'appelait Kilimanjaro, je ne sais pas, mais c'était une émission à succès. À l'époque, il y avait déjà Ismaël Lo qui chantait Dibi Dibi Rek, et moi je n'imaginais pas que j'allais faire une carrière musicale, j'étais tout gamin, mais j'avais une petite radio, j'écoutais cette émission Kilimanjaro que j'adorais beaucoup. Et donc quand je fais le rap et quand je commence à me mettre dans la musique, je suis aussi encore toujours Ismaël Lo. Toutes ces chansons Africa, Tajibon, c'est des chansons que je connaissais. Et puis voilà, moi aussi je sors des albums au Burkina et mon public fait de moi ce que je suis. Et avec le temps, j'ai la chance donc de rencontrer Ismaël Lo pour mon premier concert. C'était en 2007 et c'était ma première tournée en Europe. Je jouais à Chambéry et j'avais fait la première partie d'Ismaël Lo. C'est comme ça qu'on se rencontre pour la première fois. Je l'invite ensuite ici quand le Burkina me permet de faire une proposition de programmation pour le FESPACO. Donc je propose Ismaël Lo qui vient jouer à Ouagadougou et
il me rencontre encore une seconde fois, mais cette fois-ci, il rencontre mon humanité, et moi aussi je rencontre son humanité. Et c'est comme ça qu'on ne se quitte jamais, jusqu'à ce qu'on construise un pont entre Dakar et Ouagadougou, et jusqu'à ce qu'on construise une chanson qui lie nos deux pays et qui lie, qui nourrit encore notre envie en tant qu'Africains de se mettre toujours ensemble pour construire des projets. Et quand on vous écoute, ça toujours ce terre-là. C'est qu'on se rend compte avec vous que la musique, c'est pas une question de nationalité, c'est pas une question de provenance, ça parle au cœur de tout le monde. Non. Comment vous arrivez à transmettre ces émotions-là et qu'on le perçoive presque sans vraiment comprendre les mots, si on n'est pas, la langue ne nous est pas, n'est pas accessible, comment on arrive à faire passer ça comme ça? Et quand on écoute, c'est pratiquement pareil. On a une émotion, à chaque titre, on a une émotion qui est différente. Différente, exactement. Parce que pour moi, vous savez, les langues sont ce qu'on porte. Mais ce qu'on a en nous, ce qui nous habite et qui est plus important, c'est le spirituel et surtout l'émotionnel. Et l'émotionnel, c'est donc un langage universel. Pour moi, je ne comprends pas souvent ce que peut dire Céline Dion. C'est ça. Mais j'adore sa musique. Et je ne comprends pas comment Coldplay chante. Mais j'adore la musique de Coldplay. C'est pareil quand quelqu'un d'autre m'écoute. Et quand j'écoute Ismaël Lo, souvent je ne comprends pas ses mots. Mais je comprends sa musique. Elle parle à mon esprit, à mon âme. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire pour moi. Toutes mes musiques, j'ai eu la chance de tourner dans pas mal de pays, d'aller jouer en Asie, de jouer sur des pays vraiment territoires très éloignés de chez moi, et de voir des gens chanter et danser. Pour tous ces gens-là, quand je veux leur parler et que je veux parler en moré, je parle en moré, c'est vrai, mais derrière, il y a l'autre langage, le langage de l'émotion. Je parle avec leur émotion, je touche leur cœur par ma voix, par mes mélodies, et c'est comme ça que je peux rester un artiste qui compte pour eux. On voit souvent que vous restez fidèle à vous-même, moi je veux dire, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'essaient quelquefois à d'autres genres, et là qu'ils disent même à un moment donné, bon, j'avais envie d'essayer autre chose. Quelquefois ça a des surprises agréables ou désagréables, c'est selon. Vous ne vous êtes pas encore senti cette envie-là? Si. D'ailleurs, Poco, je pense que Poco, ça change un peu. Bon, Poco qui connaît Alif Baba, c'est en fait, c'est vrai que je suis resté, toute la thématique reste pareille, comment j'envoie les choses, mais je change quand même dans la rythmique, j'essaie de rapprocher un peu plus ou moins mon temps, parce que vous voyez la vitesse elle est un peu beaucoup plus accéléré qu'avant, parce que tu ne peux pas évoluer sans compter sur ton temps. Tu ne peux pas évoluer sans parler aux jeunes, sans parler aux frères. Et moi, j'ai eu la chance de passer par le rap avant de venir. Donc tout ça est en moi. Et j'ai pas envie de garder quoi que ce soit. J'ai envie de donner le maximum. Non, mais il y en a qui essaient et que ça marche pas. Mais moi, j'ai la chance, je ne sais pas, peut-être que les dieux m'ont béni. Donc j'essaie et ça marche et je suis content. D'accord. Et comment vous voulez que le public, surtout burkinabé, accueille ce nouveau bébé-là? Parce qu'il l'accueille bien, parce que je crois qu'ils l'ont déjà accueilli bien. Je suis très content de comment ils l'accueillent, mais parce que aussi c'est vrai, c'est une belle chanson. Et la thématique développée est vraie. On a beaucoup de sœurs aujourd'hui qui souffrent seules. Elles sortent, elles sont belles, elles ont tout. Elles ne le disent pas, mais elles souffrent seules. Et j'ai envie de chanter pour ces femmes-là aussi qui sont seules. Et leur apporter, je sais pas, mais une petite touche de notre humanité, de notre amour pour elles. Et puis leur dire de ne pas perdre espoir parce que tout peut changer. Ça fait un plaisir de vous avoir. Peut-être j'aurais une dernière question pour vous parce que le temps, moi je dis qu'il est en train d'aller encore très vite. Vous parlez tout à l'heure du rap, vous dites que vous avez été rappeur. Et moi j'ai un reportage que je vais partager tout à l'heure, c'est celui de Kaya Woto qui était au Palais hier, qui a fait ça le comble. Vous, c'est pas votre registre pur dur comme ça aujourd'hui, je vais dire. Mais quel regard vous avez sur cette jeune génération avec ces défis nouveaux qui arrivent à remplir des salles que certaines n'osaient même pas tenter? Oui, mais écoute, c'est une révolution. Révolution, oui, mais il y a déjà eu ça.
avec Gilead et tout, avec voilà. Phobie, avec le stade et tout ça. Mais je crois chaque époque aussi avec ces jeunes et puis des choses qui se passent. Et moi, je suis très fier de ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Ils font un super boulot. Et d'ailleurs, moi, j'écoute beaucoup les jeunes. J'écoute beaucoup de rap sur l'album de Kaya Oto. Il y a un titre d'ailleurs que je recommande aux gens qui s'appelle Pelé, je crois, et où il parle de sa galère, de comment il a souffert et tout ça. C'est incroyable. Mais ces jeunes ont beaucoup de talent. Pareil pour Amzi, qui a fait aussi ce saut-là en premier et qui a fait croire aux autres aussi ça. Et je crois qu'il faut qu'il continue et surtout qu'il ne baisse pas le bras, qu'il continue encore, parce qu'on peut faire même en une année 2 fois la salle. C'est ça. Pour moi, ils ont fait le lancement de leurs albums dans ces salles. Il faut qu'ils reviennent encore, peut-être dans un an encore, refaire encore des concerts. Je leur salue. Et puis, je crois que c'est le début. Il y a beaucoup de jeunes qui viendront comme ça apporter de la force à la musique burkinabé, parce qu'on en a besoin. Il faut que notre musique décolle. Il y a du talent au Burkina. Il y a de la comment je peux appeler ça? Il y a de la diversité dans la création. Et notre État aussi doit voir ça. Comment les gens, quand hier vous voyez le monde qui va au concert de Kaya Oto, l'État doit comprendre que l'art là c'est une force. Une grosse influence. Qu'on utilise l'art, il faut qu'on utilise la musique éventuellement. Vous voyez aujourd'hui tous les jeunes signent avec des marques. Hein, ça veut dire que tout le monde s'identifie dans la musique aujourd'hui. Donc l'État ne doit pas être en marge. Utilisons l'art pour mieux encore, en plus du cinéma, pour encore mieux vendre la destination Burkina Faso. Merci bien Alif Naba. Merci de m'avoir reçu. Donc un nouvel album, 17 titres qui se laissent délecter, plusieurs collaborations, Jam de l'Algérie, Ismaël Lo du Sénégal et puis notre Smarty national, on dira comme ça. Beaucoup de bonheur pour la suite. Merci beaucoup. Voilà. Merci et surtout pour cet album. Merci Barka. Voilà. On vous accompagne parce qu'on parlait de Kaya Oto. On va permettre d'ailleurs à nos téléspectateurs de voir en image ce qui s'est passé hier dans cette cuvette de la salle des sports de Ouaga 2000 avec les Maoulandais comme on dit. C'est dans ce reportage signé Ami Valiant avec la voix de Abdul Rahim Nigé. Il est exactement 22h55 lorsque le roi de la Maolande fait son entrée dans la cuvette du palais des sports de Ouaga 2000 accompagné de l'association des motards du Burkina Faso. Sur place, il était attendu par de nombreux fans appelés les Maolandais. Après l'exécution de l'hymne national, Kaya Oto a fait danser tous ses fans sur ses tubes à succès comme Rakara Biga, Tong Tomde et Vinoro. Pour l'artiste, ce concert, c'est un défi qui vient d'être relevé. Et toujours selon lui, c'est une nouvelle page de la musique burkinabé qui vient de s'écrire. Merci beaucoup, merci aux Maolandais qui se sont mobilisés. En tout cas, les gens sont sortis, la salle a refusé du monde. Je tiens même d'abord à m'excuser auprès de tous ceux qui n'ont pas eu la place parce que d'ailleurs il y avait assez de monde qui n'ont pas eu la place. On s'excuse vraiment pour ça en fait. Voilà, la salle n'a pas pu contenir les Maolandais, mais je les promets que bientôt, le prochain concert, on va trouver un coin qui est plus grande peut-être au stade pour que tout le monde puisse suivre les spectacles en tout cas. Ok, bon là, je peux pas finir aussi sans dire merci sans rendre hommage en tout cas aux victimes du Nord. Actuellement, vous voyez, le Burkina Faso a été encore attaqué. Voilà, je peux pas finir sans les rendre hommage aux victimes. Et la paix revient au Burkina Faso. Et voilà, j'ai dédié ce concert à toutes ces victimes. Voilà, une partie de ce que j'ai eu dans ce concert, je vais envoyer ça, payer des choses, voilà, pour aider les victimes, les victimes du nord du Burkina aussi. Quant aux fans de l'artiste Kaya Oto, cet événement musical fut une réussite totale et cela a été possible grâce au travail abattu par le comité d'organisation. Oh, j'ai trop aimé, il a réussi son concert, j'ai vraiment aimé. Bon, il faut dire que cette soirée, vraiment, ça a été une soirée de ouf, ça a été super. Et que vraiment, nous, on est contents parce que en ce moment, on voit que la culture burkinabé est en train d'aller à une étape supérieure. Parce que vous voyez. Donc, en tout cas, nous, les gays, on est super contents. Donc, nous, on veut que la culture burkinabé voyage à travers le monde, aller partout. Vraiment, c'était bien. Surtout, j'ai plus apprécié l'entrée spectaculaire avec les motards et tout. Donc, c'était très bien. Bon, va à Kaya Oto et qu'il nous fait vivre ce genre de truc encore plus. Ce premier grand concert de l'artiste Kaya Oto a connu la participation de grands noms de la musique burkinabé, à savoir Flobi, Amzi, Toxa et Mistania, qui sont venus apporter leur touche à ce concert, qualifié d'historique par certains analystes culturels.
Après cette belle page culture, nous emboîtons cette société. Nous allons vous proposer dans la partie société un autre reportage et cela concerne les zones inondables du Burkina Faso. Beaucoup, après avoir été déguerpis, pour certains obtenu des parcelles, sont revenus dans ces zones toujours jugées dangereuses et quelquefois les raisons avancées sont des plus incroyables et cela, nous y mettons ici un doigt à travers le travail de notre rédaction, mais aussi un reporter à la personne de Sanata Siré. La saison pluvieuse constitue une période d'angoisse pour les populations des zones dites inondables dans la capitale burkinabé. Abdul Salam Ouedraogo est un habitant de Dapoya, quartier de la ville de Ouagadougou durement touché lors des inondations du 1er septembre 2009 et situé à quelques encablures du barrage de Tanguay. Habitant de cette zone depuis plus de 50 ans, Sio Ouedraogo dit avoir vécu dans ces lieux 3 grandes inondations. Depuis que ici, là, moi j'ai vécu 3 inondations. En 1978, le président de la Misana même est venu ici voir. Toutes les maisons que vous voyez là étaient tombées. Après ça, en 1985, il y a eu des inondations, toutes les maisons sont tombées. Et le 1er septembre aussi, on a vu ça, les 3 là. Voilà. Sinon, chaque fois, on nous parle que c'est des zones inondables d'équité. La nuit, on n'arrive pas à dormir. Dès que la pluie commence seulement, on se lève, on est assis. Des fois, nous sortons au carrefour, là, rester là-bas, jusqu'à on a peur de l'eau. Conscients des risques d'inondation, ces habitants qui ont été pour la plupart victimes des inondations du 1er septembre disent avoir trouvé la paix et la joie de vivre dans ces mêmes zones déclarées inondables. Bien qu'ayant dans leur grande majorité été bénéficiaires de parcelles et d'accompagnement de la part de l'État, beaucoup sont revenus s'installer à nouveau dans les mêmes zones. Nous sommes habitués, il y a la famille, il y a les amis, tout. Voilà, il y a d'autres même qui sont partis construire là-bas, mais ils sont là pour le moment. Voilà, ils ont construit là où ils sont, là où on les a donné les parcelles. Là. Il y a beaucoup même qui ont construit là-bas, mais pour le moment ils sont à Dapoya ici. Même moi-même j'ai construit à Komsi les gars. Mais comme je suis habitué à Dapoya, je suis là à Dapoya, voilà, avec les amis, avec les parents, voilà, c'est ça. Bon, il y a l'ambiance quoi, voilà. Nous sommes habitués à Dapoya, voilà pourquoi ils sont toujours là. Nous sommes ici il y a très longtemps. Nos parents et nos grands-parents ont vécu ici. Et nous avons vu toute forme d'inondation, même pour le 1er septembre. Quand on parle de zones inondables, ce n'est pas seulement Dapoya. L'inondation du 1er septembre, par exemple, a touché beaucoup de zones. Sankariare, Padoua, même Ouaga 2000, l'eau a immergé les maisons là-bas. Ce n'est pas seulement Dapoya. Les services techniques de la mairie venaient dégager le passage de l'eau. Ils vidaient les fossés jusqu'à l'hôpital, mais maintenant ils ne viennent plus. Tout est bouché. La coma ba kombilu hamane pindeton bangamti mobile handanga tiere to tiere bendama to vagar fossé wan ti aliti ta hôpital sensa. À côté de ceux qui ont été attributaires des parcelles au lendemain des inondations et qui sont revenus habiter sur ces zones, il y a ceux qui disent être là malgré eux. Ils précisent n'avoir pas été pris en compte lors des dédommagements. Il y a d'autres qu'on a eu à donner des parcelles et puis un peu de moyens. Nous particulièrement, on n'a pas eu de parcelles. C'est pas pourquoi, c'est pas si c'est à cause de la superficie de la cour, on ne comprend pas. C'est à la mairie même qu'ils ont dit à mon mari de ne pas ils ont dit de faire tir au sort. On lui a dit que non, que lui ne doit pas. C'est difficile. Quand il pleut comme ça, tu ne dors pas, tu es assis seulement. Les habitants de ces zones dites inondables, loin de vouloir rejoindre les sites qui leur ont été attribués, souhaitent la réhabilitation du barrage et la construction des canaux d'évacuation d'eau pour réduire les risques d'inondation en saison pluvieuse. Pourtant, la réglementation en la matière est claire. Quiconque s'installe ou se réinstalle dans une zone déclarée inondable doit être puni d'une amende de 50 000 francs CFA. Les autorités sont donc interpellées pour régler une fois de plus la question de l'occupation des zones déclarées inondables. On vient de mettre donc le point, comme nous le disions en introduction pour ce qui est de ce reportage, sur un sujet très important. Nous allons passer à une autre rubrique, et c'est d'ailleurs la dernière pour ce qui est de ce JDS, journal du dimanche au soir, et c'est la rubrique sport.
Et comme annoncé, nous sommes avec Claude Romba, journaliste sportif. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Geoffroy, en tout cas c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver en tout cas les dimanches sur ce plateau de JDS. Plaisir censé se partager. Et on va s'intéresser à ces Burkinabés qui vont nous représenter au prochain JO, c'est Tokyo. Tout à fait, il faut dire que les Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieu du 23 juillet donc au 8 août prochain, en tout cas il y aura des Burkinabés qui vont nous représenter. En athlétisme, on aura Hugues Fabrice Zango et Martha Kuala, et en judo Lucas Diallo. Voilà les 3 représentants burkinabés. Et puis nous avons des invités comme en natation Adama Ouedraogo et Angelica Ouedraogo, et puis comme invité également en taekwondo nous avons un représentant, il s'agit de Faisal Sawadogo. Voilà en tout cas les 6 représentants burkinabés qui seront du côté donc de Tokyo pour évidemment vendre cher la peau du Burkina à ce rendez-vous mondial ou à ces Olympiades, évidemment, du sport. On va aller step by step comme tout à fait disait l'Américain, et on va commencer par Fabrice Zango. On va dire ça, c'est notre grand espoir de médaille. Grand espoir de médaille, je crois qu'il a accordé une interview dans un journal de la place où en tout cas il disait qu'il ne voyait pas autre médaille que l'or pour le Burkina Faso, qui, il faut le rappeler, n'a jamais remporté une médaille pour le pays. Donc en tout cas c'est, comme vous l'avez dit, c'est véritablement une médaille qui se présente au Burkina Faso, parce que bon, on connaît Hugues Fabrice Zango qui est donc pour le moment le recordman du triple saut masculin en salle avec un saut de 18 mètres 07. C'est le premier homme qui dépasse la barre des 18 mètres du côté donc en salle. Et puis il a la meilleure performance mondiale de l'année. Il a réalisé avec 17 mètres 51, donc en plein air. Il devance en tout cas l'américain Chris Bernard, qui est évidemment l'un qui est très coté également. Il faut rappeler que Fabrice Zango est entraîné par Teddy Tango aussi, qui est l'un des meilleurs en matière de triple saut. Il a même battu le record de son entraîneur, pour dire que bon, pour le moment c'est un garçon qui a des fourmis dans les jambes et qui en tout cas pour le commun des mortels est un gage donc de médaille pour le Burkina Faso. Maintenant, quelle sera la couleur de cette médaille? On espère tous que ça sera l'or et ça sera véritablement bien pour le Burkina Faso. Pour le moment, en tout cas, dans sa discipline, à l'heure actuelle, il est imbattable et on espère que le jour, parce qu'il ne faut pas réaliser cela, et le jour J, il faut être prêt le jour J et pouvoir répondre ce jour-là et donc avoir cette médaille tant attendue par le Burkinabé. En tout cas, on espère que on va le fêter de façon il y travaille depuis. Et ce qui est intéressant avec lui, ce qu'on vise, je sais que c'est l'or. Lui-même, c'est bien que c'est l'or qu'il vise. Toutes les dernières performances qu'il a eues, c'est vraiment notre grande chance. On sait qu'en sport, il y a toujours l'inconnu qui est là, mais sauf cataclysme, en tout cas, il devrait donc s'en sortir avec l'or. Et puis, il y a aussi cette autre image que nous partageait déjà la réalisation tout à l'heure. C'est judo, parce qu'on aura Diallo aussi qui va nous représenter pour ce qui est du judo. Évidemment, Lucas Diallo qui est un judoka burkinabé, mais qui n'est pas au Burkina, il faut le dire. Donc, évidemment, on se dit qu'avec ce qu'il a comme bagage et que bon, il va représenter dignement les couleurs du Burkina Faso en judo, et pourquoi pas, l'essentiel c'est également de participer, mais également aussi de faire de déjouer les pronostics et de montrer son savoir-faire. Je pense que c'est un garçon dont on dit beaucoup de bien en matière de judo. Maintenant, vous le savez, c'est pas également aussi c'est le haut niveau. C'est cela. Voilà, il va s'y frotter, et je pense que bon, à partir du moment où on est en compétition, on peut aussi également se dire que bon, on a toutes les chances. L'essentiel ici, c'est de gravir les échelons et de se préparer également pour un jour, pourquoi pas, obtenir une bonne médaille dans cette discipline. C'est vrai qu'on n'y croit pas trop, mais je pense que ici, pour ce judoka, c'est de faire une participation honorable. Voilà, et je pense que c'est ce qu'on attend de lui. Et puis, côté heptathlon, on a Martha Kuala qui est en train de nous rassurer aussi au fil du temps. Évidemment, elle a battu le record, son propre record au niveau national, et puis en juin dernier, elle a battu son propre record national du côté de Marseille, et elle a même gagné au 100 mètres haies. Donc on pense que Martha Kuala également aussi arrive en forme. On sait qu'elle a
on sait ce qu'elle a donc valu au Burkina Faso du côté des Jeux de la francophonie à Abidjan, et puis aussi des Jeux africains. Donc on compte sur elle, on espère qu'elle va nous faire quelque chose, en tout cas dans l'heptathlon. Vous savez que c'est 7 épreuves d'athlétisme, le 100 mètres saut en longueur, saut en hauteur, 200 mètres, lancer du javelot, lancer du poids et le 800 mètres, et tout cela en 2 jours. On va faire 4 épreuves le premier jour et 3 épreuves le deuxième jour, et je pense qu'il faut être véritablement costaud pour aller chercher quelque chose, et la Burkinabé peut également nous valoir quelque chose. On ne sait pas si elle pourra avoir une médaille, mais l'essentiel en tout cas c'est déjà elle a déjà battu son record, c'est déjà important, et on espère qu'elle va pouvoir faire mieux que ce qu'elle a déjà montré, et je pense qu'on sera déjà content. On a 2 autres Ouedraogo. Bon, c'est vrai qu'ils sont invités ici, ce n'est pas, c'est des invités, voilà, ils n'ont pas eu les minima pour se qualifier à ces Jeux Olympiques, donc ici c'est véritablement attendre à ce qu'ils améliorent leur performance et se frotter donc au grand, et de pouvoir aussi juger le niveau international, ou en tout cas le haut niveau. Angelica Ouedraogo ne sera pas sa première participation en natation, en tout cas elle est cotée ici au niveau national, et puis bon, on espère que ça va aller également pour cette nageuse burkinabé qui pourra nous représenter également. L'essentiel en tout cas c'est de pouvoir représenter dignement le Burkina Faso donc à ces Jeux, à ces Olympiades. Et puis bon, l'autre c'est Adama Ouedraogo qui est également de la natation, qui représenteront le Burkina Faso à ces Jeux Olympiques donc de Tokyo. Je m'en voudrais de ne pas parler qu'athlétisme et JO, parce qu'on a eu 2 dimanches, on avait été très chargé, on n'a pas pu trop analyser ce que nos étalons football ont pu donner comme prestation. On a vu, c'était quoi? C'était le 5 juin, et la prestation d'hier. En quelques mots, qu'est-ce que vous retenez pour ces choix-là du sélectionneur? Est-ce qu'on finit convaincu, même si c'est des matchs amicaux quand même? Moi, je pense que pour ce qu'on a pu voir sur ces 2 matchs contre la Côte d'Ivoire et le Maroc, au-delà donc des défaites enregistrées, il faut donc savoir qu'on a vu un effectif du Burkina Faso qui a tourné. On avait 2 jeunes garçons que tout le monde attendait, qui ont, pour certains, donné satisfaction, pour d'autres également ont essayé en tout cas de mouiller le maillot, et je pense qu'on a vu ce que l'entraîneur, enfin l'audace de l'entraîneur par rapport donc à ces choix-là. Il fallait donc arriver à cela, et l'espoir est permis, même si pour certains il y a encore à revoir, il faut revoir la copie. C'est pour ça que ces matchs amicaux sont importants. C'est bien ça. Bon, les rendez-vous, on ne va pas l'oublier, les rendez-vous c'est pour septembre prochain, c'est l'éliminatoire de la Coupe du Monde contre le Niger le 1er septembre, donc hors du Burkina, et contre l'Algérie, qui est vraiment le grand rendez-vous le septembre prochain, sûrement également hors du Burkina, parce que les leçons seront tirées pour ce qui est de ces derniers matchs amicaux, et que les bons réglages se feront pour des résultats plus probants. Merci bien Claude d'être passé sur ce plateau de JDS. C'est aussi terminé pour ce journal que j'ai pris plaisir à présenter. D'ici le dimanche prochain, portez-vous bien, et donc à bientôt.